Bienvenue à Houston, Texas. On s'est mis un petit peu à l'abri aujourd'hui parce qu'on est en plein mois de juillet. Il fait extrêmement chaud comme la plupart des mois de l'année à Houston. Mais là, pendant l'été, c'est vraiment la chaleur écrasante. On s'est mis à l'abri à Hermans Park, un des grands parcs dans le centre-ville de Houston. Alors Houston, c'est la 4e plus grande ville des États-Unis, c'est immense, c'est extrêmement étalé. Il y a 7 millions d'habitants dans la ville, dans l'agglo, dans l'aire urbaine de Houston. Pour vous dire, donc la ville est un petit peu difficile à comprendre, un petit peu plus difficile que d'autres, parce qu'en fait ce sont plusieurs villes qui forment une ville. Et donc vous n'avez pas un hypercentre, il y a un vieux centre ancien, mais enfin il n'est pas très très grand. Donc voilà, Houston c'est plusieurs centres juxtaposés avec des parcs comme celui-ci. Et puis bon, si on veut aller à la plage, il faut faire 80 km pour aller à Galveston, mais c'est pas si loin que ça. Il n'y a pas de plage dans le centre de Houston. C'est une ville riche, moderne, avec des gratte-ciel flambant neufs, des industries de toutes sortes. Le Texas est un État riche et ça se voit notamment par rapport aux voisins du Sud. Et certaines personnes vous diront que des villes comme Austin ou San Antonio sont plus vivace que Houston. Alors oui, c'est vrai que c'est plus voyant si on va dans les rues animées qu'on peut trouver par exemple dans ces deux villes que je viens de mentionner. Vous avez des rues avec plein de honky-tonks où les gens font la fête, ou si vous allez à la Nouvelle-Orléans, bien évidemment, de l'autre côté en Louisiane là-bas, vous trouvez des endroits spécifiquement où les gens font la fête. À Houston, il faut savoir où aller, simplement ce que je vais essayer de vous expliquer. Et une fois que vous savez où aller, la ville est certainement tout aussi bien que les autres. Vous imaginez, avec 7 millions d'habitants, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici. Alors ici on est à Hermans Park, c'est donc un des cœurs de la ville, c'est le quartier des musées. Le Museum District de Houston. Vous trouvez le zoo qui est juste à ma droite, vous trouvez le musée des sciences naturelles à l'autre bout du parc, vous trouvez l'immense musée d'art de Houston, 5 étoiles, c'est extraordinaire, ce Museum of Fine Art. Et donc voilà, vous avez énormément de choses à visiter. Ici on est à l'entrée du gigantesque Hermans Park. Et magnifique d'ailleurs aussi, et sous mon doigt, c'est la statue de Sam Houston. Dans Hermans Park, vous pouvez faire du pédalo sur le lac, vous pouvez venir manger une glace, boire un café, et puis il y a un petit jardin japonais là à ma gauche qui est assez sympathique, donc c'est assez agréable de venir se détendre et prendre le frais un peu sous les chênes d'Hermans Park. Si vous aimez les gratte-ciel, venez faire un tour dans le centre de Houston. Je vous conseille la Main Street par exemple, entre Commerce Street et Dallas Street. Ça fait à peu près une quinzaine de minutes de marche. Vous avez quelques cafés, vous avez le Finn Hall qui est un food court assez agréable. Voilà. Sinon vous avez le Heritage Park dans le Sam Houston Park, donc pour les maisons historiques. Et puis vous avez voilà, quelques petits parcs, quelques petites rues à voir si vous aimez les décors urbains impressionnants. Pour visiter le centre de Houston, vous allez surtout utiliser vos jambes. Vous pouvez le faire
En vélo aussi, il n'y a pas forcément trop de circulation partout, mais certaines rues sont un peu compliquées. Vous pouvez commencer par exemple ici, on est juste à côté de l'hôtel de ville, du City Hall. Ça s'appelle Heritage Park, c'est un endroit où des vieilles maisons du 19e siècle ont été rassemblées pour vous montrer comment était la vie à cette époque-là. Donc il y a un petit musée, vous pouvez aussi faire des tours guidés à l'intérieur des maisons, ou sinon vous venez simplement en marchant. C'est un parc, c'est complètement gratuit de venir dedans si vous venez juste marcher, regarder les maisons. Et juste derrière, vous avez les gratte-ciel immenses de Houston. Ici, je suis devant l'obélisque de San Jacinto. Donc, c'est une petite page d'histoire, petite mais très importante pour le Texas, puisque c'est ici que l'indépendance du Texas a été acquise. Donc, pour vous faire l'histoire le plus bref possible, il y a eu des vagues de révolutions sur la planète à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et à cette époque, au début du 19e siècle, le Mexique a réussi à acquérir son indépendance de la couronne espagnole après une révolution. Et le Mexique englobait un État qui s'appelait Texas, qui est son État le plus au nord-est. Et voilà, mais ça s'est mal passé avec les colons qui n'étaient pas espagnols pour la plupart, pas d'origine espagnole, et après quelques déboires politiques, c'était à l'époque le général Santa Anna qui était président du Mexique. Les Texans ont décidé de déclarer leur indépendance, donc l'indépendance du Texas, le nouveau nom de l'État du Texas. Et donc le gouvernement mexicain évidemment ne l'a pas bien pris, une guerre a commencé. Les événements les plus marquants sont surtout le The Alamo, par exemple. Il y a eu plusieurs films hollywoodiens sur The Alamo, le plus célèbre avec John Wayne, qui est un magnifique film. Et donc il y a eu un massacre à The Alamo. Les forces du général Sam Houston, des forces texanes, n'étaient pas sur place. Quand elles ont vu le résultat, elles ont reculé devant les avancées de Santa Anna, car le président mexicain était lui-même le généralissime de ses propres troupes. Donc il se sentait très fort après les massacres qui ont été commis. Il a divisé ses forces en 4 parties et Sam Houston a fait reculer les siennes sur des centaines et des centaines de kilomètres entre San Antonio et San Jacinto ici. Donc on est près du Buffalo Bayou. Il y a une ville gigantesque à côté qui s'appelle Houston, mais elle s'appelait pas Houston à l'époque. Vous savez pourquoi aujourd'hui elle s'appelle Houston, évidemment. Et voilà, Santa Anna se croyait très fort, à la limite de l'invincibilité, et il a gardé une toute petite avant-garde de son armée avec seulement 1200 hommes, et il s'est retrouvé piégé, il s'est piégé lui-même avec le dos au Buffalo Bayou. Et les hommes de Sam Houston se sont mis dans une forêt juste devant moi ici, et au bord du bayou, hein, donc il fait une sorte de lune. Ils ont attaqué les Mexicains pendant la sieste, ça s'invente pas. Et ils avaient récupéré des canons et donc ils ont provoqué un mouvement de panique. Les Mexicains n'ont jamais pu s'organiser. Et autour de cet obélisque, là, toutes les batailles ont eu lieu à cet endroit. Les Mexicains étaient derrière l'obélisque. Et donc les forces texanes les ont absolument massacrés. Le lendemain,
Ils ont réussi à capturer des derniers prisonniers qui s'étaient enfuis dans les marécages et ils ont capturé le général Santa Anna, qui était donc le président du Mexique, qui a été contraint de signer l'indépendance du Texas. C'est pour ça que ce monument a été construit ici, avec l'étoile solitaire, la Lone Star du Texas, qui pèse plus de 220 tonnes, je crois, de mémoire. Au sommet de cet obélisque, alors l'obélisque, ils ont fait croire à Washington qu'il était plus petit que celui de Washington qui s'élève devant la Maison Blanche, mais en fait il est plus haut, donc c'est le plus haut obélisque de ce qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Et c'est un symbole évidemment très très fort pour le Texas. Tous les Texans viennent visiter The Alamo à San Antonio et San Jacinto ici. Avec cette magnifique colonne étoile solitaire, on peut monter jusqu'au sommet. On a une vue magnifique sur les bayous et sur ce qui ressemble à peu près à ce qu'était le champ de bataille à l'époque. C'est assez impressionnant et c'est une visite vraiment magnifique à faire. Ici on est sur le Buffalo Bayou. Le Buffalo Bayou, il parle du centre-ville et il fait à peu près 3 km de pistes cyclables de chaque côté, donc vous pouvez faire 6 km, 3 km dans un sens, 3 km dans l'autre. Vous avez des stations de location de vélo absolument partout dans le centre-ville de Houston, donc c'est assez agréable de venir se rafraîchir un petit peu ici. Bon, et bien évidemment, tu as les routes au-dessus parce que on est au Texas, donc on peut rien faire sans un minimum de pollution quand même automobile. Mais, je sais pas si vous savez, mais le Texas est leader dans la recherche sur les énergies renouvelables, donc peut-être qu'un jour ce sera un petit peu plus propre. En tout cas, on entend quand même un petit peu les voitures, mais je sais pas si vous voyez derrière la skyline de Houston là-bas, on peut partir de là-bas et donc c'est quand même assez agréable. Le soir au coucher du soleil, il y a une colonie de chauves-souris mexicaines, des Mexican Bats, 300 000 qui sortent d'un coup au coucher du soleil, un petit peu plus loin là. Bon, à Houston quelque part, on va aller sur le pont de Prescott, il y a un bouton rouge. Et voilà, il y a un bouton rouge tout seul. Et en fait, il faut appuyer sur le bouton rouge. Et ça fait des bulles dans le bayou. Mais il n'y a rien d'écrit. Donc c'est un peu curieux. Et alors nous, ça fait des toutes petites bulles là-bas. Donc c'est assez décevant. Mais bon, normalement c'était le gros truc à Houston, c'est la bulle. C'est juste derrière l'aquarium. Ça vaut le coup pour la promenade, mais ça vaut pas le coup pour la bulle, c'est décevant. Moi j'ai vu des gens sur YouTube qui faisaient des vidéos où on voyait vraiment une grosse bulle. Enfin bon, en tout cas on l'a fait, la bulle de Houston, la Big Bubble. Sous le pont du Buffalo Bayou, il y a à peu près 300 000 chauves-souris qui dorment toute la journée et qui, au coucher du soleil, exactement à la minute où le soleil se couche, sortent toutes d'un coup sous le pont. C'est extrêmement impressionnant. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. En juillet, il fait une chaleur épouvantable. Je suis ici au Museum of Fine Art de Houston. Je pense qu'il faut à peu près 2 jours si vous voulez bien en profiter, 2 jours de visite. Vous avez 5 bâtiments
des milliers de pièces. On est dans un petit Louvre, on est dans quelque chose de comparable au Met de New York. C'est très surprenant pour une ville américaine d'avoir autant de tableaux de maîtres. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est assez difficile de s'arrêter sur une collection particulière parce que vous avez vraiment absolument tout, du classique, du moderne, du contemporain. Vous avez, je sais pas, les pièces consacrées à l'art américain, il doit y avoir 150 tableaux et sculptures. C'est même un peu décevant qu'il n'y en ait pas plus par rapport à... Voilà, parce que sur les peintures européennes, évidemment, on peut les voir en Europe pour ceux qui viennent de là-bas, mais voilà, c'est absolument incroyable ce que vous pouvez trouver au Museum of Fine Art de Houston. Il y a un quartier de Houston qui est en train d'être rebaptisé le Art District. C'est juste à l'ouest-nord-ouest de downtown Houston. Et parce que des warehouses, des hangars sont en train d'être réhabilités en galeries d'art. Donc il y a un certain nombre de galeries. Il y a surtout un endroit à visiter en premier qui s'appelle Silo. C'est un ancien silo à riz. C'est écrit dessus Rice. En gros, vous ne pouvez pas le rater. Il y a déjà ici 120 artistes qui sont résidents
Donc le bâtiment central s'appelle Silo, il y a un autre bâtiment qui s'appelle Winter et un autre bâtiment qui s'appelle Silver, et au sein duquel vous trouvez ces 120 artistes. Donc vous pouvez regarder sur le site internet pour certains samedis, c'est peut-être même à peu près tous les samedis, c'est ouvert au public, y compris le soir. Regardez les horaires sur le site internet. Autrement, vous pouvez venir visiter, vous avez des expositions en permanence d'artistes. Après, certaines portes sont fermées, certaines portes sont ouvertes. Si les portes sont ouvertes, généralement, c'est que vous êtes les bienvenus pour visiter à tout moment ces studios d'artistes, et vous pouvez venir discuter avec eux, regarder leurs œuvres et acheter si ça vous intéresse. Donc c'est assez sympa quand même comme endroit. J'ai pas vu, il y a un bel équivalent à Jacksonville, mais bon, il n'y a pas des endroits comme ça partout aux États-Unis. C'est vraiment absolument splendide de voir autant d'artistes regroupés. What's your name? My name is Ruby R. Scott, and this is Artsy Daisy Gallery at the Art District in Houston, Texas, at the Silo Building. We're at 1502 Sawyer Street in Houston, Texas. And we have lots of galleries inside of this big gallery. And some of us paint here, and some of us bring our paintings here. Vous aimez l'art urbain, les murals, les graffitis, on est vraiment juste à côté du centre-ville, mais pour le moment c'est très impressionnant pour ceux qui aiment l'art urbain. Je suis ici à Post Houston. Alors c'est un ancien centre des postes de la ville de Houston, un centre régional. C'est immense, colossal. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli de petits restaurants. C'est fréquenté un petit peu par toutes les générations. Il y a des touristes, il y a beaucoup d'ados. Donc c'est un endroit qui est très apprécié, très vivant, en plein cœur de downtown Houston, en plein centre. On est ici à Houston devant la collection de Ménil. Donc c'est une collection qui a été rassemblée au XXe siècle par Jean et Dominique de Ménil. Donc ils peuvent être connus aussi sous d'autres noms, puisque Jean de Ménil a été naturalisé américain sous le nom de John de Ménil, donc ici on le connaît sous ce nom-là. Et Dominique, elle, c'était la famille Schlumberger. Jean et Dominique de Ménil se sont rencontrés à Paris, ils ont quitté la France en 1941 sous l'occupation. Et puis ils ont acheté un premier tableau de Paul Cézanne en 1945. Le début de cette collection qui s'est terminée avec 18 000 pièces en tout. Donc vous pouvez voir plusieurs centaines rassemblées, alors non seulement dans le bâtiment derrière moi, mais aussi dans tout un tas de petits bâtiments autour de ce site-là. Donc vous avez des bâtiments pour l'accueil, vous avez un bookstore, vous avez un café, vous avez la chapelle Rothko qui est là juste à ma droite et qui est assez visitée. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la voir. Une chapelle byzantine aussi juste à côté. Donc voilà, sur le bâtiment principal, vous avez deux parties. Vous avez une partie qu'on va qualifier de classique avec beaucoup de pièces africaines, du Mali, du Cameroun, des pièces qui viennent de Syrie, d'Europe aussi, Grèce, des statues grecques, des peintures et sculptures religieuses françaises. Et vous avez une partie consacrée à l'art contemporain. Et moi, la partie que j'ai préférée, c'est celle sur les surréalistes. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Vous avez une pièce entière de Magritte, une pièce complète de Ernst. Vous avez du Picasso, du Henri Rousseau, j'en passe, du Jackson Pollock. Vraiment, dans cette partie surréaliste, vous avez peut-être environ 500 tableaux et qui sont d'une importance culturelle et historique assez remarquable. Derrière moi, c'est la chapelle Rothko, un monument célèbre à Houston qui a été créé en 1971 par Jean et Dominique de Ménil, juste à côté de leur fondation. Et donc à l'intérieur, vous trouvez 14 peintures de Rothko
dont des très grandes tailles. Et cette chapelle a été érigée comme le premier centre œcuménique, une chapelle sans religion précise, ouverte à toutes les religions, donc en 1971, avec ce monument, cet obélisque aussi, qui est érigé juste devant la chapelle, sur un bassin, en hommage aux droits civiques. Le centre spatial Johnson de la NASA à Houston, c'est un des endroits les plus visités de la ville de Houston. C'est un petit peu au sud, donc vous avez à la fois les installations qui ont été créées à partir de 1961 de la NASA pour absolument tout contrôler. Ceux qui ne savent pas, je vous explique brièvement. Il y a 2 sites majeurs pour la NASA pour les tirs de fusée. C'est d'une part la Floride avec Cap Canaveral d'où décollent les fusées. Et historiquement, les navettes spatiales, tout part de Floride. Mais il n'y a que les installations de lancement. Tout le reste, les centres de formation des astronautes, les conceptions de fusées, toute la conception et la direction des programmes, ça se passe ici à Houston. Et c'est ici qu'il y a la fameuse Mission Control, la salle de contrôle où toutes les fusées sont en contact avec cette salle et les dizaines de spécialistes qui travaillent sur chaque mission. D'autre part, à Houston, donc, vous avez juste à côté, c'est séparé par une barrière, le Space Center Houston, qui dépend aussi de la NASA, mais qui est une installation touristique, muséale, afin de pouvoir visiter tout ça. Donc, d'une part, vous pouvez visiter le Space Center, le bâtiment central, où vous avez des expositions qui sont absolument extraordinaires. Pour ceux qui ont déjà fait Cap Canaveral, c'est même très complémentaire, hein. Franchement, vous allez vous amuser autant qu'à Canaveral, et différemment. Vous avez des pièces de collection qui sont absolument extraordinaires, donc avec des expositions à l'intérieur du bâtiment central du Space Center. D'une part, vous avez une vue sur le passé, donc tout le début de la conquête spatiale, en passant par les programmes Apollo, les premiers programmes Mercury, puis Apollo, puis les navettes spatiales. Et vous avez aussi des expositions qui sont tournées vers le futur, parce que ici, au centre spatial de Houston, il y a des milliers de techniciens qui travaillent sur des programmes absolument époustouflants pour le futur. Là aujourd'hui on est en 2023, donc le travail se fait pour un retour sur la Lune qui va être très proche, hein, puisque le premier vol vers la Lune est dans 1 an, mais ces programmes-là doivent préfigurer l'envoi des premiers humains sur Mars, sur la planète Mars. Donc là ça nécessite d'autres technologies au niveau du transport, beaucoup plus puissantes, mais aussi pour le bien-être et la survie, et la vie et la survie des astronautes qui vont être à l'intérieur de ces missions vers Mars. Donc, par exemple, rien que pour citer juste une seule chose, vous avez des nouvelles combinaisons, par exemple, qui sont déjà en préfiguration. Vous avez par exemple, tout ce qui est au niveau de la nourriture, vous ne pouvez pas juste remplir un frigo à l'intérieur d'une fusée et partir comme ça sur Mars. Il faut partir avec des plantes parce que les trajets sont suffisamment longs. Donc vous avez des botanistes qui travaillent par exemple sur ce genre de mission. C'est absolument fascinant de voir comment ils peuvent travailler avec 5 ans, 10 ans, 15 ans d'avance sur les missions. Et puis vous allez voir aussi dans les mois qui viennent, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais bientôt ce sera de l'histoire, ce sera du passé comme le reste. Là il y a des robots humanoïdes de taille comme des humains qui sont en cours de préparation pour pouvoir sortir à la place des humains dans les installations que la NASA va installer sur la planète Mars. Tout ça est absolument fantastique. Donc voilà, ça vous pouvez le voir au Space Center. D'ici, vous avez des navettes qui partent. Donc cette année, vous avez des navettes qui partent vers 3 destinations de l'autre côté de la barrière.
là où vous avez les vrais scientifiques qui travaillent et les vrais astronautes qui s'entraînent. Donc vous avez 3 navettes pour 3 explorations. Une va vers un Rocket Park, un endroit où vous avez des fusées. Vous pouvez voir une fusée Mercury, vous pouvez voir aussi une vraie fusée Apollo 5, il en reste 3 aux États-Unis. Donc la fusée Apollo 5, c'est celle qui a les 5 réacteurs à l'arrière, les 5 moteurs immenses à l'arrière, et qui fait des dizaines et des dizaines de mètres de long. C'est ces fusées qui ont été utilisées pour les missions Apollo. Donc Apollo, c'était les premières missions à arriver sur la Lune. Et voilà, avec toute l'histoire, par exemple, de Apollo 13, avec une explosion à l'intérieur de la fusée, c'est complètement fascinant. Autrement, vous pouvez prendre une autre navette, toujours au départ du Space Center, qui en quelques minutes va vous emmener visiter les installations de la NASA. Donc vous avez un seul arrêt durant cette visite, mais vous pouvez voir tous les buildings. Alors ça ressemble à des gros bunkers pour pouvoir résister aux ouragans, parce qu'ici on est en zone, on est très proche du golfe du Mexique, donc chaque année il y a des ouragans qui arrivent, et puis peut-être aussi un petit peu de se préserver de l'espionnage. Donc vous avez des ensembles de bunkers de plus de 100 bâtiments comme ça alignés, dans lesquels la NASA travaille sur ses programmes actuels et futurs. Vous pouvez visiter un bâtiment, et pas des moindres, c'est celui de l'entraînement des astronautes. Donc vous voyez des modules de toutes sortes, à la fois des capsules spatiales ou bien des modules de type station internationale, dans lesquels les astronautes peuvent s'entraîner. Et c'est vraiment assez impressionnant, parce que c'est un hall qui doit faire à peu près une centaine de mètres de long, dans lequel vous avez des dizaines et des dizaines de modules différents, et puis vous avez à la fin d'ailleurs un atelier de bricolage, ce qui est vraiment très impressionnant aussi, où vous avez des bricoleurs qui font les petits objets, les petites choses sur mesure, qui vont servir à faciliter la vie technologique ou la vie tout court des astronautes. Enfin, la troisième partie que vous pouvez visiter en navette, alors celle-là je vous conseille, il faut vraiment la réserver longtemps à l'avance, parce que ça peut être très vite saturé, en tout cas au moins plus d'un mois en avance, mais je vous conseille même beaucoup plus. C'est Mission Control, donc c'est la fameuse salle de contrôle historique des tirs de fusée aux États-Unis. Donc comme je vous disais, elles décollent de Cap Canaveral, mais elles ne sont pas en lien avec Cap Canaveral, elles sont en lien avec Houston, d'où la fameuse phrase d'Apollo 13, Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. Tout est relié ici. Donc si vous voulez visiter Mission Control, réservez longtemps à l'avance. C'est un tarif un petit peu supplémentaire, mais ça vous permet d'être au cœur du sujet. Il vous faut compter au minimum 4 heures si vous ne visitez pas Mission Control, au minimum 4 heures pour visiter le Space Center de Houston. Avec Mission Control, comptez 5 heures si vous voulez vraiment bien en profiter, et même toute la journée, hein. Vous pouvez sacrifier une journée comme ça. On n'est pas très loin non plus des plages de Galveston si vous voulez aller piquer une tête dans le golfe du Mexique. On est ici au Art Cars Museum, qui, comme son nom l'indique, est un musée des voitures art, des voitures artisticalisées, c'est-à-dire des voitures d'usine transformées en œuvres d'art. Donc voilà, ce musée de Houston change ses collections à peu près tous les 6 mois. Donc vous avez des voitures différentes qui sont exposées, et vous avez en même temps un artiste majeur exposé sur les murs du musée. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ludique et amusant et sympathique à voir à Houston. C'est quelqu'un qui travaillait au musée d'art contemporain de la ville, qui l'a créé au XXe siècle, donc en 1997. Là on est à une trentaine de minutes environ de Houston, on est à une quinzaine de minutes du Space Center de Houston, et ça s'appelle Kemah Boardwalk. C'est un boardwalk, donc une sorte de promenade le long de la baie,
et avec un petit parc d'attractions historique assez sympa. Il y a des montagnes russes, il y a tout un tas de manèges pour les enfants. Vous pouvez acheter un pass et comme ça vous vous amusez toute la journée. Sinon vous avez aussi une jetée à Galveston, donc un petit peu plus loin sur la mer, sur la plage, la fameuse jetée historique de Galveston, avec également tout un tas d'attractions, un petit peu du même genre. Si vous voulez autrement quelque chose de plus grand, vous avez Moody à Galveston, le Moody Park qui comprend un aquarium gigantesque, mais aussi un parc à thème aquatique avec des toboggans dans lequel vous pouvez glisser toute la journée. Donc il y a aussi ce genre de plaisir ludique à Houston, et quand il fait chaud comme il fait chaud en ce moment, c'est quand même assez sympa de se détendre dans les attractions rafraîchissantes. Alors, on est ce soir avec Brian en croisière au coucher du soleil pour aller voir les dauphins dans la baie de Galveston. Brian, could you tell me, you told us there's more than 50 families of dolphins in the bay? Yes, sir. There's about 50 to 60 pods of dolphin, estimated about 800 total from Galveston all the way up into Houston. How many do you think we will have seen tonight? 100? No, probably close to 30 or 40. They do move around a lot. A lot of times they'll be following the boat. You know, we're living in Florida, and it's difficult to see as many dolphins even in Florida at the same time. So basically every night you see some. Every night is different depending on the tide, depending on the weather. Sometimes we see a lot. Sometimes we may see only one or two. Yeah, but there's always one. There's always one. Thank you. Sir.